Alors écoutez, bienvenue pour cette soirée en duplex qu'on a appelée en direct de la COP 28. C'est donc une soirée que nous organisons au niveau du comité 21, qu'on a voulu comme un événement original, puisque souvent vous avez des événements qui arrivent post-COP. Et là, ce qui est intéressant pour nous tous ce soir, c'est que nous sommes à 24 heures de la fermeture de cette COP qui se déroule à Dubaï, et que ce soir, nous avons la chance d'avoir des témoins qui sont allés sur place. Certains y ont été la première semaine, d'autres la deuxième semaine. Certains y sont encore. C'est en cela que nous parlons d'un direct avec Dubaï. Et donc, c'est organisé par le Comité 21. En quelques mots, je rappelle que le Comité 21 est le plus grand réseau français d'acteurs du développement durable, notamment sur les questions qui sont tenues par les accords de Paris. Et nous sommes multi-acteurs, et c'est en cela que c'est original. Il y a un collège entreprise, un collège association, un collège enseignement supérieur, un collège collectivité et un collège citoyen. Et donc, le Comité 21, en tant que think tank et do tank, propose des publications, des notes de décryptage, des formations et bien entendu des rendez-vous comme la soirée de ce soir. Alors ce soir, nous allons avoir trois temps forts. Le premier, ça va être une intervention introductive par Bettina Laville, qui va donc nous donner quelques éléments introductifs par rapport à cette soirée. Puis nous allons avoir une table ronde. On reste sur le premier slide. On aura ensuite une table ronde avec 4 grands témoins. Philippe de Sertine, qu'on ne présente plus, mais que je présenterai tout à l'heure. Gilles Vermaux-Desroches, Ronan Dantec qui va nous rejoindre dès qu'il pourra se connecter. Ronan est là, formidable Ronan, nous te voyons. Extra, toi aussi tu es en direct de Dubaï comme Philippe. Et puis Jean Jouzel, qui a un souci d'agenda, qui est en train de tourner une émission et qui va faire tout son possible pour être avec nous tout à l'heure. Donc moi je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée. Certains d'entre vous me connaissent. J'ai le plaisir d'enseigner la RSE auprès de la jeune génération à laquelle je crois beaucoup. Je suis amenée aussi à travailler à la Fondation La Main à la Pâte, c'est toujours dans l'éducation des enfants. Je suis aussi impliquée au Centre français des fonds et fondations et je suis vice-présidente du comité 21, ce qui m'amène à animer notre rendez-vous de ce soir. Alors si on revient sur cette COP 28, c'est quand même une COP particulière. On rappelle qu'elle est accueillie à Dubaï, qu'elle se déroule depuis le 30 novembre, que ça s'arrête 12 décembre demain, que ça se passe sous la présidence du sultan des Émirats arabes, le fameux sultan Al-Jaber, qu'il y a deux zones, une zone verte où il y a tout un ensemble d'expositions avec des acteurs de la société civile, mais surtout une zone bleue qui est la zone où se passent les grandes prises de parole, les conférences et les négociations. Alors, ça a été annoncé comme une des plus grandes COP. Quelques chiffres, 104 000 personnes ont pu accéder à la zone bleue. J'ai noté aussi, dans ce que j'ai pu rechercher comme élément numérique, 23 500 personnes font partie des délégations nationales. Il y en a 250 au titre de la France, dont Philippe de Sertine fait partie ce soir. Nous avons aussi à peu près 28 000 personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'overflow, c'est au-delà des délégations nationales. Pour info, vous avez 4 000 journalistes qui ont été accrédités. Côté acteurs, ONG, associations, militants, organisations professionnelles, on est à 14 000 personnes accréditées. Et voilà, ça fait beaucoup de monde et à peu près 400 000 personnes agréées, enregistrées sur ce qu'on appelle des passes journaliers. Alors, une fois qu'on a planté le décor, on connaît les dates, on sait où ça se passe, on sait que ça soulève plein de questions. On sait que c'est une COP qui a rassemblé beaucoup de monde et les médias s'en sont emparés, notamment ici en France, régulièrement on a des petits points. Mais là, ce soir, on aimerait quand même avoir l'éclairage des experts. Alors, je vais me tourner vers toi, Bettina. Et nous allons démarrer ce qu'on appelait l'intervention introductive. Bettina, je rappelle que tu es conseillère d'État honoraire, présidente fondatrice, bien sûr, du Comité 21 et présidente de l'Institut d'études avancées de Paris. Alors, une première question, peut-être, c'est est-ce que tu pourrais nous rappeler ici les grands enjeux de cette COP 28 et remettre en perspective quelques éléments de contexte depuis la dernière COP climat qui a eu lieu il y a à peu près un an? Bonsoir à tous. Alors, effectivement, pour toute la grande communauté de l'environnement et du développement durable, il y a un rite, c'est le rite d'avant Noël, c'est la COP. Alors, la COP 28 fait suite, c'est un scoop à la COP 27. Quand je dis ça, en fait, c'est pas tout à fait exact, parce que la COP 28, c'est le premier grand rendez-vous après la COP 21. Pourquoi? Parce que cette année, nous avons
la publication qui a été faite en septembre pour une première partie et en novembre pour la partie définitive de ce qu'on appelle le bilan global. Qu'est-ce que le bilan global? C'est un bilan des émissions mondiales qui était prévu par l'ensemble, enfin par un des articles de l'accord de Paris. Et c'est très important parce que cela a donné pendant au moins 5 ans, donc, et même un peu plus, à des échanges entre les pays, parce que pour que ce bilan soit significatif, il faut que les gens aient à peu près les mêmes éléments de mesure, les mêmes éléments de comptage. Pour tout vous dire, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais enfin, ça donne une bonne idée. Alors, le mauvais résultat de cette bonne idée, ça on s'en doutait un peu, c'est que le premier bilan mondial est effectivement très mauvais, c'est-à-dire que les émissions augmentent, la presse en est fait beaucoup l'écho, et beaucoup de rapports, comme celui par exemple très très intéressant de l'Agence internationale de l'énergie, comme les commentaires de plusieurs universités, dont les universités américaines, le bilan du programme des Nations Unies pour l'environnement, tous les commentaires du secrétaire général de l'ONU nous disent qu'en fait, on a un gap absolument énorme entre ce que nous arrivons à faire et ce que nous devons faire, puisque ce gap est à peu près de 40% au niveau de l'ensemble des émissions. Ça veut dire qu'en fait, on devrait avoir diminué les émissions de 43% et que les projections pour 2030, pour l'instant, nous n'en sommes qu'à moins de 5%. Et donc, on voit l'ampleur de l'effort à faire. Alors, à partir de ce bilan, moi, j'avais fait un commentaire dans une note du comité 21 l'année dernière où j'avais souligné qu'il y avait 4 sujets dans la conférence de Sharm el-Sheikh. Le premier sujet, c'est le fameux, très fameux 1,5 degré. Alors, 1,5 degré, vous savez, c'est la fameuse formule de l'accord de Paris où on dit le réchauffement doit être contenu à 2 degrés et, si possible, à 1,5. Depuis, le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire le 6e, a bien mis en lumière que c'était extrêmement important de se cantonner à une augmentation d'1,5 jusqu'à la fin du siècle, étant donné qu'on observe que les dommages faits à la nature et donc par conséquent les catastrophes, les inondations, la sécheresse, les incendies, etc., étaient finalement beaucoup plus importants qu'on le croyait et s'accéléraient. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que 1,5 ne veut pas dire qu'on ne va pas le dépasser à un moment. Si ensuite nous arrivons à des émissions négatives, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait redescendre. Redescendre est extrêmement difficile parce que le gaz carbonique, le méthane un peu moins longtemps, mais quand même, s'accumulent dans l'atmosphère et par conséquent, toute redescente est difficile. Mais enfin, certains scientifiques disent qu'avec une volonté politique forte, c'est un problème, on peut encore rester à 1,5, mais un rapport est paru en pleine COP où il est dit que, contrairement à ce qu'on a dit à Sharm el-Sheikh, ce n'est pas 10-20 ans qu'il nous reste pour rester en dessous de 1,5 degré, mais 7 ans. Et 7 ans, c'est vraiment demain. Et 7 ans, en fait, c'est 2030. Et je pense qu'au moment de l'accord de Paris, les plus grands scientifiques ne pensaient pas, et ils le disent, que nous avions ce danger d'arriver à 1,5 degré 20 ans avant 2050. Donc ça, je crois qu'il faut bien le dire. Donc ce problème reste sur la conférence d'aujourd'hui, enfin qui va se terminer demain, tout simplement parce que il y a toute une série de gens, dont des scientifiques d'ailleurs, qui disent arrêtons, prenons le 2 degrés qui était le chiffre de base de l'accord de Paris, puisque 1,5 ça devient une illusion. Ce n'est pas l'opinion de l'Union européenne, ce n'est pas l'opinion de scientifiques comme la personne qui a succédé au GIEC, à Jean Jouzel, qu'on va, j'espère, avoir tout à l'heure, c'est-à-dire Valérie Masson-Delmotte. Et donc, c'est un premier sujet.
Le deuxième sujet très important, c'est ce qu'on appelle le fonds pertes et dommages. Alors, le fonds pertes et dommages, ça avait été un gros sujet de dispute à Sharm el-Sheikh. Il avait quand même été, grâce ailleurs au commissaire européen, créé, mais ça restait un problème énorme parce que entre les deux COP, il ne s'est pas passé grand-chose sur ce fonds et c'était un point de blocage parce que les pays du Nord voulaient absolument qu'il soit à la Banque mondiale et les pays en développement, non. Alors, la grosse surprise de cette COP, ça a été que dès le premier jour, le Cheikh El Jaber a sorti de son chapeau qu'on croyait un peu vide, étant donné le peu de négociations qu'il y avait eu entre donc la COP27 et la 28, un texte qui avait été en fait formalisé 15 jours avant et qui est un texte où les parties sont d'accord pour, d'une part, que le fonds soit temporairement à la Banque mondiale, et temporairement parce que les pays du Sud espèrent un fonds autonome, et d'autre part il a déjà été abondé par un certain nombre de pays, et on est à peu près à 500 millions, sauf si demain, dans un dernier mouvement de générosité, d'autres pays y mettent de l'argent. Donc ça, c'est la réussite de la COP, et j'ai lu que François Gémen avait dit que de toute façon, cette COP serait une réussite à partir du moment où il y a ce fonds. C'est vrai. Mais évidemment, il y a le gros problème qui est que la logique voudrait qu'à partir du moment où les choses s'aggravent, et nous savons parfaitement que l'accélération du réchauffement est très importante, l'action devrait suivre. Et l'action, qu'est-ce que c'est? L'action, c'est avant tout de baisser le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la décarbonation. Et c'est bien pour ça que la question des fossiles est totalement au centre de cette COP. La question des fossiles, c'est quoi? À Glasgow, les partis ont finalement laissé passer une formule uniquement sur le charbon. Et maintenant, on voudrait une formule, tous les négociateurs, enfin, en tout cas ceux, l'Union européenne avant tout, voudraient, et énormément de pays du Sud, et particulièrement ce qu'on appelle le groupe AOSI, c'est-à-dire les pays qui souffrent déjà du réchauffement, voudraient qu'il y ait une formule, c'est le fameuse phase out, etc., une formule qui dit qu'on va, en tout cas, on a un objectif de diminution des fossiles. Alors là, d'après mes derniers renseignements, on en parlera tout à l'heure, on n'y est pas encore, c'est clair. En tout cas, le mot sortie, je pense, ne sortira pas de cette COP, sauf miracle. Il s'est passé déjà des miracles, mais il faut quand même bien dire que le fait que ce soit un pays pétrolier qui accueille et préside la COP ne facilite pas les choses. La Chine reste le grand arbitre de cette affaire et la Chine s'en tient à une formule un peu vague qu'il a dealé, si j'ose dire, que la Chine a dealé avec les États-Unis lors de leur rencontre d'il y a 2 mois, qui était leur grande réconciliation. Enfin, évidemment, il y a les financements. Alors, les financements, vous savez, il y a deux problèmes de financement. Il y a les 100 milliards par an jusqu'en 2025. Alors, l'OCDE nous dit qu'on est à 100 milliards, qu'on y est arrivé. Les pays pauvres nous disent non, on n'y est pas, on reste à 93, 95. Ça dépend, si vous voulez, ce qu'on extrait comme financement climat dans les financements de développement. Ça, c'est toujours le grand problème. Et puis, récemment, d'après ce que j'ai compris, les pays du Sud disent, oui, mais même si on y est, comme vous avez traîné depuis 3 ans à ne pas nous donner les 100 millions, vous avez un retard en gros de 6 ou 7 millions par an. Alors, si vous savez bien que 6 fois 3 ou bien 7 fois 3, ça fait à peu près 20 millions et demande que les pays du Nord remettent au pot 20 millions. Alors ça, je pense que ça aura beaucoup de mal à passer. 20 milliards. 20 Ah, milliards. Milliards. 20 milliards, Bettina. Milliards, pardon, excusez-moi. Ce soir, ça bloque là-dessus.
Bon. Par ailleurs, il n'est pas aujourd'hui ouvert le dossier de la suite. Quels seront les financements après 2025? Le chiffre, l'objectif est 200 milliards. Et ces 200 milliards, pour l'instant, le dossier n'est pas ouvert, mais en tout cas, ça restera, ça va être le gros problème de négociation de la COP 29 et bien entendu de la COP 30. La COP 29 se passant en Azerbaïdjan, à Bakou, et la COP 30 se passant à Belém. Voilà à peu près où nous en sommes. Je pense que Philippe sera mieux placé puisqu'il est encore sur place pour nous donner l'ambiance générale. Il faut dire, et ça, ce sera mon mot de conclusion de cette première partie, que la COP se passe à un moment donné, crucial. Et dans la note que, sous ma plume, le comité 21 a diffusée, nous avons fait un petit zoom, si j'ose dire, sur qu'est-ce que c'est qu'une COP en temps de guerre. Voilà. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pendant finalement depuis 1995, c'est-à-dire la première COP à Berlin, nous n'avons jamais eu de COP où il y avait deux guerres qui engageaient plus ou moins les grandes puissances, ou en tout cas les puissances étaient engagées d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, sur le plan géopolitique, ce qui est passionnant, c'est de voir si la survie, en fait, de la vie sur la planète reste un sujet sur lequel on peut quand même s'accorder malgré les conflits, ou bien si les COP vont rester une enceinte enceinte de paix, puisque le maintien de la paix fait partie, par exemple, de la déclaration de Rio de 92 qui est reprise dans l'accord de Paris, ou bien est-ce que finalement la guerre va s'immiscer également dans les négociations climatiques? Voilà Ah, ce effectivement, que je peux en dire pour l'instant. je te remercie. C'est effectivement une question qui est forte et qui est soulevée. Peut-être on pourrait, puisque je vois que le temps nous laisse encore une minute, je suis la maîtresse du temps, si on peut juste demander à Bettina une petite question avant d'attaquer la table ronde. Toi qui as le recul, c'est peut-être aussi de dire à nos participants qu'une COP, c'est pas simplement ce qui se passe entre le 30 novembre et le 12 décembre, mais c'est en amont beaucoup de temps de préparation, de réunions entre les équipes, de rendez-vous. Tous les grands rendez-vous internationaux contribuent aussi pour certains à la préparation des COP. Peut-être que ça, tu peux en dire deux mots. Voilà, alors entre deux COP, il y a la plupart du temps deux sessions organisées par le secrétariat de la Convention sur le climat, qui en principe se passe au siège de la Convention, c'est-à-dire à Bonn. Le rythme, c'est deux sessions. Mais par exemple, cette année, ces deux sessions, donc pas donné grand-chose, parce que très souvent, en fait, les représentants, les négociateurs ne sont pas au niveau politique et donc ne peuvent pas trop s'engager. En revanche, il y a de grands rendez-vous politiques. Et les grands rendez-vous politiques, il y en a qui sont spécifiquement climat. Par exemple, vous avez le rendez-vous maintenant qui va devenir régulier étant donné l'aggravation de la situation lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y en a eu un cette année, il y en avait eu un plus important l'année dernière qu'on appelle Sommet Climat. Et le secrétaire général de l'ONU, qui est très engagé dans ces affaires climatiques, profite toujours de l'Assemblée générale pour que tout le monde se réunisse. Donc ça, c'est la première chose. Il y en a d'autres. Il y a des rendez-vous absolument classiques, comme le dialogue de Petersberg, par exemple, en Allemagne, qui dure maintenant depuis 8 ans, je crois, où les gens, au niveau des ministres, se réunissent pour parler climat. Et puis, il y a des rendez-vous extrêmement importants qui sont les G7 et les G20. Et le G20, par exemple, qui est présidé par l'Inde, a été cette année une étape importante parce qu'il a repris, en fait, bien que ça soit justement présidé par l'Inde, il a repris une expression plutôt ouverte sur les énergies fossiles,
sans dire vraiment baisse, mais en prononçant le mot fossile, ce qui, il y a encore 2 ans, était impensable, hein, il faut bien le dire. On avait des formules alambiquées, comme celle d'ailleurs de l'accord de Paris, pour ne pas nommer ce qui est le plus important dans le réchauffement. Enfin, il y a parfois, juste au dernier moment, comme ça s'est passé d'ailleurs cette année, des rencontres bilatérales, par exemple la rencontre bilatérale, j'en ai dit un mot, entre la Chine et l'Inde, ou bien le président de la conférence peut faire une réunion supplémentaire à très haut niveau politique avant la COP pour dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, sous ta question, il y avait peut-être une demande d'appréciation sur la fameuse question qui traîne partout dans la presse, est-ce que les COP servent à quelque chose? Oui, je pense que les COP servent à quelque chose pour 3 raisons. La première, c'est que c'est justement une négociation, comme tu l'as dit, Sandrine, annuelle. Donc, en fait, c'est une rencontre de tous les partenaires tout le temps sur le réchauffement. Et s'il n'y avait pas cet objectif pour un pays de réussir, entre guillemets, la COP, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'avancées. La deuxième chose qui me paraît très importante dans une COP, c'est que au-delà de ces réunions, il y a une négociation qui d'année en année avance. Même à Copenhague, la négociation a avancé. Je veux dire, elle n'a pas avancé comme on l'aurait voulu, mais elle avance. Elle n'a pas avancé comme avance le réchauffement, et c'est ça le sujet, mais elle avance. Donc ça, il faut quand même bien voir que c'est la première fois au monde qu'il y a une négociation de toutes les parties de l'ONU, de tous les États, sur un sujet aussi vital que la vie sur la Terre. Enfin, c'est très important. Donc, je pense qu'il faut les maintenir. Troisièmement, je pense que les COP coûtent cher et donc de plus en plus les pays qui ont de l'argent vont les accueillir. Je pense que 3 fois un pays lié au pétrole ou producteur de pétrole, je parle après la COP 29 à Azerbaïdjan, ça serait quand même bien d'aller dans un pays où il y a de vertes prairies sans sous-sol forcément noir. On comprend. Donc, ça laisse effectivement imaginer les perspectives qu'on peut espérer pour la suite. Alors, nous allons maintenant entrer dans le deuxième temps fort de ce direct depuis Dubaï. Nous allons parler avec nos témoins. Donc, c'est une table ronde pour évoquer les retours sensibles et analytiques de nos grands témoins qui ont été présents sur cette COP. Donc, je vais vous accueillir et présenter plus clairement qui vous êtes. Alors, Philippe, économiste français. Tu enseignes à l'IE de Paris ainsi qu'à l'Université Panthéon-Sorbonne. Tu es directeur de l'Institut de haute finance à Paris. Tu as été membre du Haut Conseil des finances publiques. Tu es président de l'association Comité 21. Tu es notre président, voilà. Et puis, tu as été aussi sur la finance, directeur fondateur de la chaire Finagri, où on parle de financement de l'investissement dans l'agriculture, avec aussi un observatoire scientifique des émissions de la finance verte et soutenable. Et puis, tu es présent dans les médias et ton dernier livre que je cite, quel sera le monde d'après? Jean Jouzel est notre deuxième invité. On espère que Jean sera avec nous tout à l'heure. C'est ce que j'expliquais. Il est pris pour l'instant avec un tournage d'une émission. Grand climatologue, glaciologue qu'on ne présente plus, qui a été bien sûr remarqué pour tous ses travaux sur le paléoclimat, qui a été membre expert et surtout vice-président du GIEC, qui est aujourd'hui président d'honneur de l'association Climate Change, avec qui nous montons ce grand moment ce soir. Et puis Jean, membre du Haut Conseil pour le climat, on espère qu'il sera avec nous tout à l'heure. Renan, sénateur des Pays de la Loire, merci d'être là. Vice-président de la Commission développement durable du De Sénat. Loire-Atlantique, c'est le département, les sénateurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci de m'interrompre. L'appellation n'est peut-être pas suffisamment précise. Bien sûr, président de l'association Climate Change, et on rappelle que Climate Change a pour mission de mobiliser, fédérer les acteurs locaux pour renforcer l'action autour du climat. Et donc, Renan, très impliqué sur les questions Nord-Sud, on va voir ça tout à l'heure. Et puis Gilles Vermont-Desroches, avec un parcours absolument incroyable. Gilles, qui est président de beaucoup de structures. En tout cas, je vais commencer par ton passage dans le groupe Schneider, puisque tu es aujourd'hui le senior vice-président de citoyenneté et affaires institutionnelles du groupe Schneider.
où tu as créé aussi des directions, notamment la direction diversité. Tu y as créé un fonds, tu as fait des initiatives absolument merveilleuses. Tu es conseiller au CESE, tu es président de l'ONG Sans Chance, Sans Emploi, tu es vice-président du Pacte mondial en France, tu es aussi coordinateur du French Business Climate Pledge, tu es coprésident de la commission jeunesse du MEDEF, je crois ne pas me tromper, et bien sûr à mes côtés, tu es vice-président du comité 21. Alors, nous allons commencer. Et de climate change, c'est dingue. C'est dire combien j'ai des cheveux blancs. Et plein d'humour, j'adore. En tout cas, je vais peut-être commencer, si vous le voulez bien, par Philippe. Alors Philippe, on a la chance, tu fais partie de la délégation française, la délégation officielle des 250 personnes. Tu es arrivé à Dubaï, là, il y a peu. Tu es arrivé, je crois, samedi. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé dans cette COP où tu as maintenant passé ce week-end? Et peut-être nous dire tout de suite, avec ton regard de spécialiste de l'économie et de la finance, à la veille de la clôture demain de cette COP, est-ce que tu as le sentiment qu'on s'engage sur le fameux chemin du grand basculement? Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, merci évidemment de nous suivre et d'être aujourd'hui avec le comité 21. Peut-être, Sandrine et Gilles, il faut vraiment le dire sans cesse, et évidemment Bettina, puisque c'est toi, Bettina, qui a créé ce comité 21 qui permet à toutes les parties de se rencontrer. Le comité 21, c'est les territoires. Hein, et monsieur le sénateur, évidemment, on va parler aussi de ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire concrètement dans les choses très près de vous, c'est les citoyens, etc. Mais on veut aussi que vous ayez connaissance de ces grands événements internationaux où les choses aussi avancent, parfois pas assez, mais elles avancent. Peut-être comme ça très vite pour donner un peu l'ambiance de cette COP. Donc, on l'a dit tout à l'heure, tu as donné ces chiffres, énormément de monde. Dans un site, c'était l'exposition universelle de 2020, donc qui est très, très, très grand. Hein, je pense que Gilles me dira aussi beaucoup marché. Donc, entre la zone bleue et la zone verte, c'est absolument gigantesque. Alors, c'est un peu dommage parce que du coup, c'était difficile de s'y retrouver, difficile d'aller de pays à pays. Cela étant, je pense que vraiment, il faut le dire, peut-être le dire et le redire quand même, on a quand même un sentiment d'universalité quand on est à la COP. Hein, c'est-à-dire, on voit des gens du monde entier, on entend des présentations absolument incroyables dans tous les coins, à tous les endroits. C'est quelque chose dans lequel les citoyens s'expriment. On avait ce soir, en toute fin d'après-midi, la grande présentation de clôture avec une dame activiste qui a pu, je dirais, venir alors que ce n'était pas prévu. On l'a laissé parler quand même pendant 3 minutes. Et puis, on a dit oui, à quel point la COP et, je dirais, le climat avancé par les approches d'activistes. Donc, s'il y avait aussi, même si évidemment, il ne faut pas avoir d'illusions, hein, ici, on était tout de même avec une logique qui était une logique de ne pas laisser trop d'activisme passer, mais néanmoins, on a quand même ce sentiment d'ébullition et de réflexion, de grande fraternité, et c'est un sentiment important peut-être, hein, au-delà de tout ce qui va être les négociations, etc. Ce sont les vrais gens qui sont là, et nous, le comité 21, on essaie de vous représenter et vous le raconter. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette présentation en direct. Donc évidemment, quand on revient sur l'actualité de la COP pendant le week-end, l'actualité importante, donc on a eu, Bettina disait tout à l'heure, donc un démarrage en fanfare avec la création du fonds de pertes et dommages, on va dire une fanfare là pour le coup qui n'était pas du tout prévue, avec une lettre de l'OPEP ce samedi qui a évidemment mis l'ébullition complète dans la COP, puisque les représentants de l'OPEP étaient enjoints, alors bien sûr les Émirats arabes unis en font partie, étaient enjoints à ne pas signer un texte dans lequel on voudrait sortir des énergies fossiles. Et ça, évidemment, c'est, je dirais, ce qui a complètement bouleversé un peu l'ambiance de cette COP, c'est-à-dire l'idée que, donc, on a plusieurs idées sous-jacentes, qui est l'idée, bien sûr, que le fait de ne pas dire explicitement que l'on veut sortir est quelque chose qui serait véritablement un recul par rapport à, par exemple, ce qui s'était dit à Glasgow, de dire que là, on est effectivement avec peut-être quelque chose qui est un point clé dans l'évolution internationale. On peut dire aussi hein, que l'OPEP, sentant que les choses bougent, pour la première fois est intervenu de façon aussi explicite pendant une COP, donc ça peut être aussi vu peut-être de façon optimiste si vraiment on veut avoir cette vision optimiste.
avec cette logique donc de réflexion autour de la compensation du carbone, en disant est-ce que en fait on va être juste sur des engagements de compensation de carbone avec éventuellement un échange entre l'énergie fossile et l'énergie renouvelable si on peut et si on a un bilan qui n'est pas trop négatif. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup agité la COP. On a eu donc hier samedi, je dirais, une session qui était aussi une session un peu historique de ce point de vue, donc ce qu'on a appelé le Majlis, hein, c'est-à-dire une réunion de tous les représentants, les ministres. Alors, on avait 3 ministres qui étaient présents en même temps à la COP, hein, donc M. Béchu, Mme Pannier-Runacher, donc ministre de l'énergie, c'était elle qui était au Majlis, hein, et M. Fesneau pour Marc Fesneau, pardon, pour l'agriculture. Donc, lors de ce Majlis, on avait l'ensemble des ministres, des représentants qui ont pu intervenir les uns après les autres. Donc, l'idée de cette COP était qu'on devait être transparent sur ce qui était en train de se passer. Donc, la transparence a montré que c'était compliqué et ce serait compliqué d'arriver à un consensus à la fin. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai quitté la COP, on était toujours avec des nouvelles réduites et avec l'idée que les négociations étaient extrêmement compliquées pour aboutir à un texte commun. Peut-être tout à l'heure, Bettina en a parlé, une question très importante, la question d'adaptation. Donc la problématique de la manière dont on allait financer l'adaptation, en particulier dans les pays les moins favorisés, est une question qui est revenue à plusieurs reprises, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a fait l'objet d'une intervention justement hier de Mme Pannier-Runacher dans le Majlis, peut-être là où on ne l'attendait pas nécessairement, hein, ministre de l'Énergie. Donc sur ces problèmes de fond, sur ces problèmes de financement qui vont être en réalité des problèmes sous-jacents à beaucoup d'éléments de la COP. On a eu sans arrêt cette question des financements qui est revenue. Je crois que la question du financement est aujourd'hui en fait la question centrale, ce qui, je le répète, peut être aussi considéré comme un élément positif. À partir du moment où on parle beaucoup de financement, ça veut dire qu'on parle de choses concrètes. Évidemment, la vision pessimiste, c'est de voir que nous sommes très, très loin d'avoir les objectifs de financement qui peuvent être attendus. Même, il faut le rappeler, hein, sur le fonds pertes et préjudices, on est avec un fonds ridiculement faible par rapport au risque de pertes et préjudices que l'on peut avoir. Donc, on est sur justement des millions de dollars, ou des centaines de millions, mais sûrement pas dans des milliards, alors qu'évidemment, les pertes et préjudices vont se compter dans cette dimension. On a parlé également d'agriculture, on a parlé d'eau, il faut le rappeler, on va avoir un sommet de l'eau qui sera, Madame Pompili en est l'organisatrice l'année prochaine, en 2024. Donc, on a aussi parlé justement de tous les enjeux derrière un réchauffement qui serait maintenu à 1,5 degré, puisque notamment des pays d'Afrique ont rappelé que même à 1,5 degré, on aurait des problèmes pour nourrir une partie de la planète, et que ça, effectivement, aussi, ce sont des enjeux très concrets dont il faut s'emparer et qui ont été évoqués à plusieurs reprises de façon forte dans la COP et notamment dans le pavillon français. Donc voilà peut-être un peu les éléments forts que je pouvais ressortir comme ça brièvement, Sandrine, en laissant peut-être la parole aussi bien à Gilles qu'à Ronan, qui sont encore eux aussi, enfin qui étaient il y a quelques heures ou qui sont encore à Dubaï. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir vos témoignages en live, puisqu'effectivement, tu es encore à Dubaï, Ronan aussi. Donc, je me tourne vers Ronan. Vous venez donc de nous rejoindre et sur cette soirée. Et ce qui est intéressant, c'est la question, c'est quand on se prépare à aller à la COP, qui est un lieu où on a parlé du fossile, on a une présidence avec un sultan aussi qui est connu pour ses activités. Et donc, il devient le grand opérateur de la COP. Ça a été évoqué par Bettina tout à l'heure. Dans quel état d'esprit, comment on se prépare à aller dans ce genre de COP? Et du coup, puisqu'on a compris qu'il y avait aussi une présence massive, puisque au niveau de Dubaï, il y a aussi beaucoup d'invités, une présence massive et sans précédent de lobbyistes de l'énergie fossile. Voilà, comment se prépare-t-on? Quel est l'état d'esprit, Ronan, qui vous a accompagné pendant cette présence à Dubaï? Eh ben, comme je suis un optimiste de nature, je suis allé à la COP comme d'habitude en me disant ça va bien se passer.
Et je dois dire que ce soir, je relisais à l'instant l'article qui a suivi mon interview du matin euh, et qui a péché par un optimisme totalement démenti par les faits ce soir, puisque ce soir, si je prends les paroles d'Al Gore, par exemple, Al Gore écrit ce soir sur son compte Twitter que la COP est au bord de l'échec complet et le texte proposé par les Émirats a été dicté mot par mot par l'OPEP. Donc le propos est quand même extrêmement sévère de la part d'Al Gore. Et effectivement, moi je pensais que si les Émirats s'étaient portés candidats pour cette COP, c'est parce que les Émirats, parmi les pays pétroliers du Moyen-Orient, sont un peu la vitrine d'une certaine modernité. C'est-à-dire que c'est quand même ceux qui ont le plus investi dans les énergies renouvelables, puisque Al-Jaber est effectivement président de la compagnie pétrolière, mais il est aussi président de Masdar, qui est la grande compagnie sur le développement du renouvelable, notamment le photovoltaïque. Et on voit bien la volonté des Émirats de s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui, y compris dans un tourisme dont on peut discuter le caractère soutenable, mais en tout cas de s'insérer dans le monde. Et je pensais donc que les Émirats étaient là justement pour tracer un chemin qui commençait à dessiner la stabilisation du climat qui passe évidemment par la fin à terme de l'ensemble des énergies fossiles. Or, le texte ce soir est terriblement en retrait par rapport à ce qui était attendu. Ces dernières heures avant la parution de ce texte, ce qui se disait dans les couloirs, c'était plutôt l'isolement de l'Arabie saoudite. C'est ce qu'on entendait en disant, voilà, le texte de l'OPEP, c'est aussi parce que la menace est grande et donc c'est presque un peu un baroud d'honneur ou en tout cas une volonté d'essayer de sauver les meubles. Et finalement, le texte est quand même très, très adossé sur les positions de l'OPEP, donc extrêmement décevant, provoque actuellement un tollé, évidemment, par rapport aux ONG, aux activistes, dont c'est aussi un peu la fonction dans la COP de mettre la pression, mais l'Union européenne est très, très défavorable au texte tel qu'il est. Et moi, je trouve qu'on est quand même très loin, même si la COP est toujours un compromis. C'est-à-dire, c'est jamais un verre totalement plein ou totalement vide. Je trouve qu'on est quand même très loin d'un accord, même sur le charbon. Les libellés sont plutôt en retrait par rapport à Glasgow. Glasgow disait, par exemple, plus de nouvelles centrales au charbon. Alors, de fait, il s'en est construit depuis, mais le texte de Dubaï revient là-dessus. Il est très vague, c'est un peu un catalogue de tout ce qui pourrait être fait, mais il y a des conditionnels partout. Donc on est très loin de l'accord. Je pense que la COP va durer au moins demain, si ce n'est jeudi. Et ça infirme totalement mon optimisme que certains qualifieraient de chronique, qui était que si les Émirats avaient pris la COP, c'était pour justement tracer le chemin de compromis entre les pays pétroliers et le monde qui cherche aujourd'hui à stabiliser le climat. Le compte n'y est pas et moi je sens un certain désarroi ce soir. Moi je suis toujours sur le site, dans la Blue Zone, et il y a vraiment beaucoup de déception, un certain désarroi, et c'est parti pour durer. Je pense quand même qu'il y aura un compromis final parce que tout le monde a gardé en mémoire l'échec de Copenhague, Bettina y était, qui a aussi beaucoup marqué les esprits. Donc, un vrai échec joue généralement un rôle de démobilisation plus que de réveiller les consciences. Donc, je pense qu'à la fin, il y aura quand même un compromis, mais ce compromis risque vraiment d'être plus bas que ce qui était attendu. Donc là, on est dans le moment de la déstabilisation et de la déception par rapport à ce qu'on attendait des Émirats. Est-ce qu'on peut garder quand même une petite flamme d'optimisme? Au début, Moi, j'en garde toujours. J'ai un briquet Attends, marqué quand on avait optimisme, préparé même cette si je ne intervention, fume on avait pas. dit qu'il y aurait peut-être, on pouvait espérer que demain des choses, parce que demain c'est le 12, donc normalement la dernière journée, on se dirait peut-être des choses. Là, est-ce qu'on peut se dire qu'ils vont quand même essayer d'arriver à quelque chose, quitte à prendre un peu plus de temps, et donc ça pousserait peut-être à mercredi, à jeudi, pour essayer Oui, de ça sortir avec un probablement, compromis? il y aura recherche d'un compromis, mais à partir du moment où il y avait deux solutions, soit les Émirats mettaient un texte trop ambitieux, inacceptable pour l'OPEP et certains grands émetteurs fossiles,
et dans ce cas-là, on négocie à la baisse, soit ils mettaient un texte extrêmement bas et on négocie à la hausse, mais on part vraiment de très très bas ce soir. Il y a le phase-out qui était un peu le mot magique. Il y a toujours un mot magique sur une COP. Cette année, c'était le phase-out. Le phase-out, il n'y est pas du tout. Et le tweet, le commentaire d'Al Gore ce soir est quand même extrêmement virulent. Et y compris, mais là je fais écho à ce qu'a dit Bettina, n'oublions pas que nous sommes dans un monde en guerre, que l'OPEP c'est aussi la Russie, et que c'est donc beaucoup de choses, plus que d'habitude probablement, qui se jouent à la COP, même s'il y a toujours cette utopie, ce que Philippe Dessertine a bien expliqué, il y a une espèce d'utopie de la zone bleue avec des gens dans tous les costumes traditionnels du monde. J'y suis sensible, une espèce de diversité dans un moment, mais qui n'enlève rien au fait que chacun est là pour défendre ses intérêts et que là, les intérêts semblent de plus en plus inconciliables. C'est aussi de la logique même, je pense, de l'évolution de ce qui se passe sur le climat, où à un moment, on est sur le moment de vérité, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme si le climat ne se réchauffait pas très rapidement, et c'est assez incompatible avec le modèle de développement et de prospérité des pays pétroliers. Donc, l'affrontement, à un moment, il devient incontournable et je pense qu'on y est. On y est, et peut-être pour reprendre les propos de Bettina et de Philippe, on cite les fossiles clairement. Et s'il y a une réaction aussi vive de l'OPEP, c'est qu'effectivement, les acteurs sentent qu'il y a peut-être une bascule ou quelque chose. Oui, mais sauf que la bascule n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les Émirats sont plutôt aujourd'hui sur la position de l'OPEP que sur la position de tous les pays qui pensent qu'il y a une urgence à stabiliser le climat. Et la COP, qui est un espace de négociation, n'a jamais autant porté son nom qu'un espace de négociation. C'est bien ce qu'on comprend, avec l'idée quand même de sortir un… On est peut-être dans un nouveau Copenhague. C'est-à-dire que je rappelle que Copenhague, c'est un échec dû notamment au fait qu'en amont de Copenhague, il n'y avait pas d'accord entre les États-Unis et la Chine, et que tout le monde est arrivé à Copenhague sans des bases d'accord suffisamment robustes, puisque pour que même s'il y a toujours un peu de folklore des dernières nuits de la COP, il y avait quand même une base d'accord. Je pense que cette fois-ci, il y avait une base d'accord entre les États-Unis et la Chine, Bettina l'a dit, mais il n'y avait probablement pas de base d'accord entre l'OPEP et les autres. Et dans l'OPEP, il y a la Russie, il y a l'Arabie Saoudite. Et donc, cette absence de base d'accord fait que à ce stade, ce soir, mais il y aura peut-être un Deus ex machina, ça s'est déjà produit. Moi, ça me semble quand même très, très loin. Bon. Donc, j'ai versé de mon optimisme du matin à mon pessimisme du soir, alors que pourtant, tout le monde le sait, je suis plutôt du soir. Moi, j'aurais dit Renan du soir, espoir, normalement. Hein. On peut la garder. Alors, peut-être on va se tourner vers Gilles. Alors, Gilles, tu viens de rentrer. Tu nous ramènes donc des nouvelles toutes fraîches. Et ce soir, tu représentes vraiment, à mon avis, les acteurs privés, le monde de l'entreprise. Et quelles étaient les attentes des partis acteurs privés qui sont les entreprises au démarrage de cette COP, pour parler un peu de ces acteurs et comment se positionnent-elles ces entreprises pendant la COP? Merci. J'ai envie de dire que je suis assez proche de la position de Ronan après mes 101 km parcourus à la COP, ce qui est un record pour moi, puisque l'année dernière, j'étais à 92. Ce qui montre que c'est une ruche assez passionnante par rapport à ce qu'on se disait. Je vais répondre à ta question, mais juste pour que tout le monde l'ait en tête, 20 000 personnes à Copenhague, 40 000 à Paris, 80 000 à Sharm el-Sheikh, 100 000 à Dubaï pour ceux qui sont accrédités comme nous dans la partie officielle, puis après tous les collectifs associatifs ou d'entreprises. Probablement qu'à Bakou, il y aura moins de monde, il faut quand même se le dire aussi. On est exponentiel jusqu'à cette année. Bakou, ça va probablement être un premier point. Le deuxième point, je voudrais quand même répondre à une question à laquelle Bettina a répondu, et je suis d'accord avec sa réponse, mais je rajouterai quelque chose. C'est que tous ceux qui disent que les COP ne fonctionnent pas et que les émissions ne réduisent pas autant qu'on voudrait, le problème de ces gens, c'est qu'ils n'ont pas calculé la base de ce que seraient les émissions si jamais tout ce qui a déjà été négocié et décidé n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire que de fait, dans une croissance de la population, dans une croissance de la population mondiale, classe moyenne, etc., on a une croissance des émissions carbone, mais il faut le comparer à ce que serait si l'ensemble des kilowattheures
renouvelable n'était pas là, mais fait comme il était avant, etc., sur les technologies. Donc c'est très difficile de dire que ça ne sert à rien. Ça va sûrement passer vite, ça n'accélère peut-être pas assez, mais faut calculer la base de ce que serait une négociation sans COP, et probablement qu'on réfléchirait plus à est-ce qu'on peut garder le climat à 2 degrés. Deuxième point. Troisième point, oui, le truc qui est très étonnant, c'est que les optimistes, dont la plupart des gens qui sont ici autour de cette table sont, pensaient que après le texte de vendredi qui parlait du phase-out dans le brouillon, il n'y aurait pas de retour arrière, et que d'ailleurs le propos de l'OPEP était un raidissement d'un acteur qui voyait bien que un pays comme les Émirats arabes unis était obligé d'arriver à quelque chose et qu'ils avaient la volonté de le faire et qu'ils ne pourraient pas se déjuger. Ben, force est de constater à l'instant où on se parle qu'on n'est pas tout à fait ça par rapport à un document qui ne parle plus du phase-out, qui n'impose même plus de nouvelles NDC avec une date pour les revoir, ce qui était une évidence et qui aurait dû se faire, et qui fait une liste à l'après-vert de solutions que chaque pays doit choisir comme il le souhaite, ce qui probablement n'a jamais été le cas des COP précédentes. Donc sur ce sujet-là, on avance probablement vers un échec, mais je reprends un autre mot de Bettina. Cette COP aura mobilisé des promesses de financement comme jamais les COP précédentes. Et c'est quand même pas complètement à enlever du sujet. C'est-à-dire que globalement, pas seulement sur le fonds Lost on Damage, mais sur les autres aussi, il y a des promesses de financement. Je voudrais revenir sur le fonds Lost on Damage avec le fait que les Émirats arabes unis, qui n'en étaient pas obligés, y ont contribué, ce qui est quand même pas complètement rien pour ouvrir la porte des pays qui, au moment de l'annexe 1, étaient des pays considérés en développement loin et qui aujourd'hui sont quand même, je rappelle que ce pays-là a non seulement le plus haut taux d'émissions carbone sur la planète par habitant, mais aussi un PIB par habitant supérieur à la moyenne de l'OCDE. Et donc, il ouvre peut-être le chemin à ce que ce fonds soit financé autrement qu'il était dans le passé. Troisième point, je voudrais revenir sur les lobbyistes du pétrole, dont je ne suis pas. Je voudrais juste attirer votre attention que dans la liste des lobbyistes du pétrole, il y a par exemple les représentants d'EDF. Et je pense que quand on est du comité 21 à Climate Change, il faut prendre des arguments, mais il faut faire un petit peu attention aux arguments qu'on prend. C'est-à-dire que c'est vrai que si tout à coup on met EDF dans la liste des lobbyistes du pétrole, alors elle peut être grande, hein, parce que je pense que pour le coup, on peut ne pas être d'accord sur tous les tests d'EDF, mais il y en a une au moins qu'EDF n'a pas, c'est d'être le lobbyiste du pétrole. Donc, regardez les ONG qui publient ces listes, par exemple, toutes les boîtes du EPE, sous prétexte que Patrick Pouyanné est président de Total Énergie, sont considérés comme lobbyistes du pétrole. Donc, il ne faut pas non plus trop simplifier le débat sous prétexte de noircir la position. Donc, assez positif ce financement, très déçu sur le document, et il y a plein de boîtes qui sont forcément déçues. Ce serait une erreur de dire que les boîtes sont contentes du fait qu'il y a un renoncement de tous les mots. Moi, je suis d'une entreprise dont le métier est vendre à ses clients le chemin vers la neutralité carbone. Ben, moins ils y sont obligés, incités, poussés, et moins c'est bien pour toutes les boîtes qui y travaillent. Ce qui me fait faire un troisième point qui est décorrélé de la COP, mais qui se vit à la COP, de fait, entre zone verte et zone bleue, puisque au fond, ces deux-là, cette année, un peu comme à Marrakech, pour ceux qui ont l'expérience de la COP de Marrakech, sont intrinsèquement liés et on peut aller facilement de l'une à l'autre, ce qui n'était pas le cas dans plein de COP qui ont succédé. Ben, l'agenda des solutions est là, avec beaucoup d'entreprises, et on ne le mentionne pas tout de suite là, mais qu'elles soient publiques ou privées, le nombre de coalitions, le nombre d'engagements en dehors de cette version du bilan mondial qui est très décevant est assez impressionnant. Les 155 pays qui rajoutent la nature, l'agriculture dans leur NDC, ça n'est pas rien. 122 pays qui veulent multiplier par 3 les énergies renouvelables et par 2 l'efficacité énergétique, ça n'est pas rien. Les accords sur le plastique, les accords, et même l'accord oil and gas, dont un certain nombre de gens trouvent qu'il ne va pas assez loin puisqu'il reprend des engagements du passé. Certes, il reprend des engagements du passé, mais il y ajoute, puisqu'ils ont tous signé sauf un, tous ceux qui n'avaient pas signé dans le passé, dont les 40% de la production du pétrole fait par des entreprises nationales qui n'étaient pas dans l'engagement précédent. C'est donc, c'est pas complètement rien et c'est une base plus globale. Donc moi, je finirai en disant,
J'espère bien qu'il va y avoir 2 jours. Je crois qu'Agnès Pannier-Runacher est tout autant en colère que Al Gore et quelques autres quand on se promène sur Twitter. Moi, j'y vais plus beaucoup, mais un jour comme ça, j'y vais parce qu'il y a un flux de voir un peu qui dit des choses. De fait, c'est assez incompréhensible ce renoncement entre vendredi et aujourd'hui de monsieur, qui n'est pas Sultan, Sultan c'est son prénom, de monsieur Sultan Ahmed El Jaber et de son entourage. Et les entreprises, de fait, font un peu le job. Ce que je crois comprendre, et c'est mon dernier point, c'est qu'il y a un gap entre même ce que les pays font et ce qu'ils acceptent de la négociation de la COP. La guerre est passée par là. C'est-à-dire, si on prend un exemple qui n'est pas exemplaire sur tout, mais la Chine est aujourd'hui au niveau de production solaire qu'elle avait planifié pour 2030. Bon, elle a fait aussi des centrales charbon. Mais sur ce sujet-là, la Chine dit, moi, laissez-moi faire mon agenda, j'en décide. Et j'ai envie de dire, on n'est plus dans cette négociation collective. On a des gens qui progressent, mais qui ne veulent pas que leur progrès soit signifié, marqué dans cette réalité-là. Ça me fait penser, je sais que ça n'a rien à voir, mais pas complètement, aux autorités françaises qui nous proposent des financements pour des actions liées à la transition énergétique, en oubliant toujours de dire que c'est de l'argent qui vient de la Commission européenne. Mais de la même manière, il me semble que dans cet accord, ce qui n'était pas vrai dans le passé, les pays sont sûrement en avance sur ce qu'ils acceptent de marquer sur le papier dans le cadre de cette négociation globale. Et dans ce cadre-là, ça ramène un petit peu d'optimisme, me semble-t-il. Super. C'est parfait parce que je voulais t'amener tout doucement et le temps est parfait dans le timing qu'on a prévu. Je voulais t'amener justement sur les grandes initiatives marquantes, puisqu'on parle d'action aussi ce soir. Et c'est intéressant de remettre en exergue tout ce que tu as pu nous dire, effectivement, par rapport au fait que, en marge de cette COP, il se passe des choses, qu'il y a des coalitions. Alors justement, c'est intéressant sur la place de la biodiversité par rapport au climat, qui est quand même aussi une grande question. Il y a eu, je crois, des choses évoquées autour de la Avant la forêt. Il y a Raoni qui a pris la parole ce matin, le grand chef indien. Est-ce que l'un d'entre vous, ou peut-être Gilles d'ailleurs, veut… Juste avant la biodiversité, si je Oui, peux, je oui, pense que jamais dans aucune COP précédente, et ça oui, fait le pont, on a autant parlé de la juste transition. oui, Alors, de la négociation aux acteurs qui étaient là, c'est-à-dire qu'on ne transitionnera pas sans les hommes et les femmes de ce monde, et que sans la juste transition, il n'y aura pas de transition. Et donc, de fait, dans celle-là, on réamène les enjeux qui sont tous les autres enjeux qui sont très présents à la COP, ouais, les enjeux de genre, les enjeux de territoire, et les enjeux de biodiversité et de nature. C'est d'autant plus vrai que puisque au début de la COP, après cet engagement de trouver le mécanisme de fonctionnement du fonds Loss and Damage, il y a eu cette mobilisation des pays pour dire qu'elles ajoutaient des 130 pays, qu'elles incluaient les émissions de l'agriculture, ce qui représente en gros de 20 à 25 à 30% des émissions de chacun de ces pays. Et ben forcément, ça nous enduit et ça nous conduit à dire que la biodiversité fait partie du sujet parce que l'agriculture, c'est quand même le vrai pont entre climat et biodiversité, me semble-t-il. Et alors après, il y a eu tous ces autres engagements, je ne veux pas les citer là parce qu'il y en a trop longtemps, mais à la fois sur les jeunes, la journée jeune a été assez importante vendredi, mais aussi tous les engagements sectoriels. J'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres, je pense qu'il faut les prendre en compte et pas complètement dire que tout ça, c'est rien, même si ça ne se retrouve pas dans le bilan qu'on aurait aimé voir plus engagé, en tous les cas dans la position intermédiaire qui n'est pas assez, mais peut-être que nos politiques, que ce soit tous les Européens qui me semblent être alignés sur le fait de dire que c'est pas assez, les ONG qui font peut-être leur boulot pas évident qu'à la COP ils y soient plus présents qu'ailleurs, et puis tous les pays qui sont pas trop là, etc. Faut appeler, et je finirai par là pour être positif et négatif à la fois, pour nous instruire tous ensemble, que c'est quand même une COP dans laquelle la Chine a dit du début à la fin qu'elle voulait avoir son agenda et pas celui-là, que M. Poutine, pendant la COP, a passé une journée à Riyad, une journée à Abu Dhabi sans s'arrêter à la COP, c'est quand même plus qu'un symbole, que M. Biden n'y est pas venu, et que les Indiens, cette fois-ci, sont assez silencieux, me semble-t-il. C'est quand même dire que ces 4 grands émetteurs regardent un peu tous les autres discuter ensemble. ouais, ouais. Peut-être pour compléter le propos de Gilles sur la biodiversité, alors il se trouve que Climate Change a passé une partie de son temps à la COP sur la présentation de sa coalition internationale sur les corridors de biodiversité.
qui marche bien. Et au-delà du fait que notre initiative marche bien, je crois que ça correspond à un contexte effectivement de convergence des agendas climat, biodiversité et développement, et qu'effectivement, même si ça ne change rien sur le fait que on a déjà dit adieu au 1,5 degré, il ne faut pas se masquer les choses, mais que si l'accord est aussi faible en ambition ici, on est en train même de dire adieu aux 2 degrés. Hein. De toute manière, les engagements des États aujourd'hui nous amènent plutôt à entre 2,5 et 3 au niveau mondial, d'où le plus 4 degrés en France. Nous sommes un certain nombre à avoir porté et que Christophe Béchu a eu le courage, il faut le dire, de reprendre, qu'effectivement, dans les conséquences positives de cette mobilisation, c'est que comme il faut capter du carbone, la biodiversité retrouve, avec les fameuses solutions fondées sur la nature, retrouve une place plus conséquente, draine des financements. Et là, je vais tout à fait dans le sens de Gilles pour dire qu'il y a quand même de plus en plus de financements sur la table, qu'il y a aussi toujours des risques. On sait qu'il y a compensation et compensation. Hein. D'ailleurs, certains préfèrent aujourd'hui parler plutôt de contribution de compensation, que donc c'est pas la même chose d'acheter 25 000 km², de faire pousser des arbres à croissance rapide pour stocker du carbone, que de jouer l'accord avec les communautés locales et les enjeux de biodiversité, mais que tout ça effectivement avance, qu'on est sur des nouveaux standards de compensation, contribution, qu'il y a des flux financiers importants, qu'il y a aussi des mécanismes nouveaux comme dette contre environnement, c'est-à-dire proposer à des pays endettés finalement qu'une partie de leur endettement soit effacée en échange du fait que cette somme économisée soit réinvestie sur de grands enjeux d'environnement, de biodiversité. C'est des mécanismes qui ont été utilisés à des montants assez élevés, qui chiffrent en milliards, par exemple, par l'Équateur pour les îles Galapagos. Donc, il se passe des choses et on peut être dans un monde qui va souffrir, ça c'est certain. Il souffre déjà, il va souffrir de plus en plus. Je salue Jean qui vient d'arriver. Et ça n'est pas une métaphore sur le Stade Rennais, Jean, même si le Stade Rennais souffre aussi de plus en plus, ça c'est vrai aussi. Mais à l'inverse du Stade Brestois. Effectivement, il y a quand même des mécaniques, des dynamiques, des choses qui bougent, quoi. On n'est pas dans un monde figé, donc tout n'est pas négatif. Mais enfin bon, le trend général, la trajectoire générale nous amène quand même à un monde qui va souffrir de plus en plus du réchauffement climatique. Et le texte de ce soir le dit, même si on va essayer de l'améliorer. Enfin, les négociateurs vont essayer de l'améliorer pendant les 48 heures qui viennent. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose, effectivement, on accueille Jean. Merci d'être avec nous ce soir. C'est extra que tu aies pu nous rejoindre à 19 h sur cette soirée en direct de la COP28. Toi aussi, tu as été particulièrement présent. Tu viens de rentrer. On a parlé de pas mal de sujets, notamment par rapport à des points qu'on avait un peu tous préparés ensemble. Et là, tu peut-être peux nous témoigner ce que toi, tu as ressenti en rentrant de cette COP, ce qui t'a marqué quand tu étais là-bas, et peut-être aussi, puisqu'on a beaucoup parlé des entreprises avec Gilles, on a parlé de la vision économiste et la vision finance avec Philippe, on a évoqué avec Ronan les aspects qu'il vient d'aborder, et on a parlé des ONG. Peut-être toi, avec la place des experts, des scientifiques, est-ce que les scientifiques ont été entendus? On a vu qu'il n'y a pas forcément des choses positives qui ressortent, mais est-ce qu'il y a quand même un discours qui passe mieux? Et quel est ton ressenti général sur cette COP puisque tu en as fait beaucoup? Bonsoir Sandrine, bonsoir à vous tous, à vous toutes. Je suis navré d'être en retard. C'était aussi pour parler de la COP d'ailleurs. Disons par rapport à ta question, effectivement, du point de vue des scientifiques, il y a des points quand même, en tout cas dans le document actuel, qui sont un peu en retrait par rapport à ce qui avait été disons, mentionné auparavant, que l'on parle, par exemple, à un moment, disons, dire simplement que l'année 2023 a été la plus chaude, mais c'est aussi probablement 1,4 degré, on est tout près des 1,5 degrés, ça valait le coup de le dire, ça a été proposé, enfin, j'assistais à une réunion, ça valait le coup de le dire, disons, disons, la reconnaissance de la qualité du 6e rapport du GIEC n'est pas, disons, elle est dite, mais sans plus. Donc, il y a eu, oui, j'ai assisté à certaines réunions des scientifiques, il y a eu une certaine frustration, mais globalement, effectivement, dans les attendus de ce 4e texte, on parle bien d'1,5 degré, on met bien l'accent sur 2050. Voilà, donc,
c'est à la marge, mais il faut aussi bon, voilà, il faut aussi, par exemple, des chiffres comme ceux sur le méthane ont disparu. Voilà, donc c'est aussi d'autres aspects sur le cycle du carbone, d'autres, enfin, disons, c'est plus sur le cycle du carbone que sur les aspects de réchauffement lui-même, mais voilà, bon, disons, les scientifiques, on aime bien les chiffres et, disons, il y a quand même beaucoup de termes assez vagues dans les engagements actuels. Disons, c'est un peu cela, donc peut-être qu'on préférerait des choses plus concrètes en termes voilà, aussi en termes d'objectifs, en termes, voilà, vous avez certainement discuté de cette différence entre réduction et puis sortie. Voilà, pour le scientifique, c'est clair. Il y a eu ce débat aussi à un moment. Est-ce que vraiment, disons, d'Al-Jaber, en fait, oui, il faut absolument que, disons, arriver à neutralité carbone. Ça ne veut pas dire à zéro émission. Il y a aussi des puits, mais c'est vraiment neutralité carbone. Il faut aussi être capable de pomper du gaz carbonique de l'atmosphère. Donc tout cela, donc la communauté scientifique, oui, c'est quand même, bon, il y a pas de choses très graves, mais il n'y a pas non plus une satisfaction complète de notre communauté, semble-t-il. Enfin, moi, quand j'ai assisté aux réunions, il y avait enfin, il y avait certaines choses que les scientifiques, la communauté scientifique aurait bien voulu voir citées dans cet accord final, dans ce projet d'accord final. Oui, et qui est loin pour l'instant d'avoir été bouclé. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets avant ton arrivée, mais effectivement, la notion par rapport aux personnes qui sont connectées, parce que ce soir, on n'a pas que des spécialistes qui sont connectés, c'est aussi l'intérêt de cette soirée, c'est de rendre accessible l'information avec des vrais experts et avec vraiment un débat qui se veut sensible et neutre, avec des gens qui ont été vraiment sur place à Dubaï. La notion de réduction, effectivement, ou de sortie des énergies fossiles, tu peux peut-être revenir dessus, le réexpliquer. Qu'est-ce qu'on Oui, met derrière, effectivement? C'est je intéressant en crois tant que que scientifique. de façon assez simple, disons, d'abord, ce sont peut-être un rappel très simple. La communauté scientifique dit que de façon certaine, le réchauffement climatique que nous connaissons depuis le début du XXe siècle est lié aux activités humaines, donc à l'augmentation de l'effet de serre, et même c'est l'ensemble du réchauffement climatique de façon très probable. Et voilà, on attribue également l'intensification de certains événements extrêmes, les canicules, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, et je crois qu'il est important de noter que ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment ce que notre communauté envisage depuis une trentaine, une quarantaine d'années dans les rapports, enfin depuis une trentaine d'années dans les rapports successifs du GIEC. Donc je crois que ça doit inviter à accorder de la crédibilité à cette même communauté par rapport à ce qu'on envisage d'ici 2050 et au-delà. Voilà, donc qu'envisage-t-on pour le moment? Eh bien, nous sommes très clairement sur une trajectoire qui nous emmène vers 3 degrés. Et c'est beaucoup trop, c'est-à-dire, je ne veux pas être trop long, mais je donne cet exemple de région invivable. Une région invivable, c'est une région où eh bien, les personnes ne peuvent pas avoir d'activité normale, sportive ou travailler dehors. Alors, c'était quelque chose d'assez hypothétique, mais ce qu'on voit bien maintenant, eh bien, c'est arrivé en Iran à fin juillet et sont entre 50 et 55 degrés et le gouvernement iranien n'a eu d'autre solution que de demander à ses ressortissants de rester chez eux. Il n'y avait pas d'autre solution. Et quand on regarde une carte à plus 3 degrés, eh bien, les régions invivables, eh bien, une large partie des régions tropicales équatoriales sur une certaine partie de l'année deviendraient invivables. Donc c'est quand même quelque chose, c'est ce vers quoi nous allons actuellement. Ce vers quoi il faudrait aller, effectivement, c'est plutôt, alors, dans l'accord de Paris, on mettait plus l'accent sur les 2 degrés, et maintenant, depuis le rapport 1,5, eh bien, très clairement, il serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à 1,5 degré qu'à 2 degrés. 1/10 de degré, ça compte. C'est ça le message, et c'est bien mis en valeur, je crois. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont bien là. C'est bien mis en valeur, c'est-à-dire que disons, tout le monde met l'accent maintenant sur 1,5. Alors, si on voit 1,5, il faut une neutralité carbone plus rapidement que pour 2 degrés. D'ailleurs, dans l'accord de Paris, on parlait de neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et maintenant, c'est bien sûr 1,5 degré, c'est neutralité carbone à horizon 2050. Sachant que nous allons aller vers 2 degrés, nous dépasserons très probablement les 2 degrés, c'est très clair. Donc voilà, donc les chiffres sont là. On va vers 3 degrés, c'est 2 fois trop par rapport à ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes d'aujourd'hui s'adaptent sans trop de difficultés au réchauffement climatique. Et c'est revenir, donc c'est aussi au prix d'une diminution drastique des émissions et même d'émissions négatives. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais vraiment, c'est ces chiffres.
mais c'est moins mal, je défends quand même l'intérêt de la COP, c'est moins mal que ce dont on parlait il y a maintenant une vingtaine d'années. Je parlais assez régulièrement d'un climat qui nous emmènerait vers 4 ou 5 degrés dans la deuxième partie du 21e siècle, ce que je ne fais plus, et c'est quand même grâce au COP, à l'accord de Paris, mais enfin sous réserve que les engagements de l'accord de Paris soient tenus, et ça c'est bien aussi le débat. C'est bien le débat, on en a parlé. D'ailleurs, les uns et les autres ont commencé à se projeter, puisque l'idée, c'était de refaire peut-être en conclusion un petit tour de table pour que chacun dise en quelques mots comment il projette la suite, comment il imagine le point d'atterrissage de cette COP. Peut-être, je peux reprendre dans l'ordre quand on a commencé avec Philippe, peut-être pour se donner un mot de conclusion. Je crois évidemment que quand on est en train d'évoquer tous ces aspects, c'est la question fondamentale de la manière dont les pays vont parvenir à fonctionner ensemble. Je crois qu'on a dit l'OPEP plus la Russie. Bien sûr, ce sont aujourd'hui des pays qui se sont unis très clairement dans l'optique de la COP, mais je crois quand même, excusez-moi, je rappelle que les premiers clients de l'OPEP, c'est les pays d'Occident. Donc derrière, on a une vraie question autour de la sobriété. Il y a la question de l'adaptation, la question de la sobriété qu'on traite, nous, au Comité 21, c'est une question cruciale. La première vraie raison pour laquelle aussi les pays producteurs de pétrole pourront ou devront envisager autre chose, c'est si les clients ne les achètent pas. Alors bien sûr, en ce moment, on est en train de dire, est-ce qu'il y aura une substitution? Est-ce que l'Inde va se substituer aux pays occidentaux, etc. Tout ça, ce sont des questions posées, mais je crois que quand même, on est avec des éléments aujourd'hui, effectivement, qui nous montrent que les fractures dans le monde existent. On est avec des fractures fortes. La guerre sous-jacente, évidemment, elle est présente aussi à la COP, et finalement, elle est sans doute présente dans ce texte compliqué en termes d'accouchement. On va voir demain et après-demain sans doute ce qui va sortir vraiment. On va voir comment les grands pays de type Chine et États-Unis éventuellement pourront intervenir. On va voir aussi, ce sont des questions à mon sens qui vont se poser. Ce que je crois, bien sûr, c'est évidemment par rapport à ce qui nous anime tous, c'est que c'est le moment non pas de dire c'est le désespoir et plus rien ne va sortir. Je crois que ce que vient de nous dire Jean Jouzel, c'est tellement important quand même, de dire que les trajectoires sont faites aussi pour être corrigées, et qu'une action forte va permettre de continuer la correction, alors qu'il y a 20 ans, on ne pensait peut-être pas que ce serait possible. Maintenant, on a une vraie action internationale. Aujourd'hui, on voit une problématique autour de cette question de la manière dont on rédige, parce que c'est très clair, c'est-à-dire que là, c'est les signaux que j'ai vus dans les questions que tu posais en disant ça change quoi qu'on dise qu'on sort ou qu'on réduit. C'est évidemment sur les engagements et la façon dont on prend le problème à bras-le-corps que ça nous interpelle. Et je pense que ça nous appartient à tous. Et nous, au Comité 21, je pense qu'on est dans cette idée d'action. Et c'est l'action d'abord des vrais gens, des populations, de tous les acteurs qui vont permettre de faire bouger les choses. Ronan, peut-être tu voudrais nous développer la partie point d'atterrissage du point de vue des ONG, des pays du Sud, ajouter quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a déjà construit le tarmac pour le point d'atterrissage. Deux points. Bon, d'abord, un vrai point d'inquiétude qui est encore assez tabou dans nos discussions, c'est le risque, si le narratif est trop négatif sur le fait que la communauté internationale n'arrive pas à trouver un chemin vers la stabilisation, et on le voit quand même à travers les extrêmes droites européennes, la remise en cause de l'effort européen, qui est aujourd'hui l'effort le plus crédible à l'échelle internationale sur la réduction des émissions. Ce risque politique existe, et dans le fait que les COP soient plutôt un succès ou plutôt un échec, cette dimension politique-là est très importante. Or, moi, je suis quand même frappé ces dernières années par le fait que le consensus européen s'effrite. On va voir les prochaines élections européennes sur le fait qu'il faut faire l'effort sur une réduction massive des émissions. Et effectivement, si on a un échec à la COP, on peut prendre le pari que demain, il y aura un certain nombre de voix pour remettre encore plus en cause l'effort européen sur la réduction massive des émissions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est un peu bloqué sur la réduction des énergies fossiles en termes de symboles. Ça, c'est le texte de ce soir. C'est-à-dire que la prise de position de l'OPEP,
avec des pays importants et une COP qui fonctionne au consensus. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu cette prise de position. Donc, on voit la difficulté dans le texte d'avancer sur des mots forts sur la sortie des fossiles. Il y a eu aussi peut-être une erreur, ça j'en discutais avec un certain nombre de négociateurs, de finalement distinguer le charbon et le pétrole. Parce que le charbon, c'est un peu l'énergie fossile du pauvre et le pétrole, l'énergie fossile du riche. Y compris nous, aujourd'hui, on sait sortir du charbon, on ne sait pas sortir du pétrole. Donc il faut peut-être reglobaliser parce que je pense que des pays comme l'Inde, par exemple, ont pu se sentir plus stigmatisés que d'autres, y compris dans le texte de Glasgow. Donc cette question-là, d'être plutôt sur une globalisation sur les fossiles plutôt que sortir le charbon par rapport au pétrole est une vraie question stratégique. On en discute avec un certain nombre de négociateurs. Mais surtout, dans le texte, dans le premier texte, alors je ne sais pas de quelle manière ça reste dans le dernier texte, la sortie des fossiles, c'est d'abord le développement des renouvelables. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de scander sortie des fossiles, si on ne propose pas d'autres sources d'énergie. Je pense que l'excellent dernier rapport Climate Change sur l'état de l'action que vous pouvez lire sur le site, et vous avez été, je vous en remercie, nombreux à le souligner, dit une chose très simple qui est que l'augmentation forte de la production d'énergie renouvelable, c'est aujourd'hui quand même le premier investissement sur l'énergie dans le monde, 1800 milliards versus 1000 milliards pour les fossiles. En fait, cet investissement très conséquent sert juste seulement finalement à absorber les demandes d'énergie supplémentaires, puisque l'émergence des classes moyennes urbaines un peu partout dans le monde demande de plus en plus d'énergie. Et on aura du mal à leur expliquer que la priorité, c'est la sobriété. Quand on voit Dubaï, on voit bien que la culture de la sobriété n'est pas totalement partagée à l'échelle mondiale. Donc, ça veut dire que l'offre d'énergie supplémentaire par le renouvelable n'est pas suffisante. Donc, il faut tripler l'investissement. Donc, peut-être plutôt que d'être uniquement sur la question des phrases définitives, même si elles sont importantes en termes symboliques, bien sûr, sur le fossile, peut-être faut-il se concentrer sur de nouveaux mécanismes financiers. C'est un peu aussi, je pense, ce que disait Gilles. Il y a quand même de l'argent possible. Il y a certainement des fonds encore non utilisés pour passer de 1800 milliards à plus de 5000 milliards par an d'investissement sur le renouvelable. Parce que c'est uniquement si l'énergie disponible est produite par des sources non carbonées et évidemment principalement par le renouvelable, le nucléaire est totalement secondaire à l'échelle mondiale, ce n'est pas vraiment un débat, qu'on y arrivera. Donc peut-être plus recentrer notre discussion sur la mobilisation financière, sur le développement du renouvelable et notamment, et nous avons signé, vous la trouvez là aussi sur le site Climate Change, une tribune avec la plupart de ceux qui sont là ce soir sur ce point, une priorité à l'accès à l'énergie en Afrique. Ça, c'est un enjeu majeur de développement, de justice dans la transition. Et là, on est quand même encore extrêmement faible avec des risques sur l'investissement, des absences de garantie, des absences de financement, qui fait que on ne peut pas être crédible, nous, occidentaux, sur notre besoin de stabilisation du monde si on ne fait pas plus d'efforts sur le Sud. Et cette question-là, elle est quand même toujours entre les lignes de tous les textes de la COP. Merci beaucoup. Alors, pour nous laisser tout à l'heure une petite dizaine de minutes, pardon, pour pouvoir échanger avec quelques questions, parce que j'ai vu émerger certaines questions. En 1 minute pour la fin, Gilles, un mot sur les entreprises et Bettina, je pense aussi que ça serait bien, tu nous as fait l'introduction, on pourrait te confier le petit mot de la fin, si tu en es d'accord. Alors, Gilles. Nous ne t'entendons plus, ta jolie voix et ton joli chant. Et activer le micro, voilà. Moi, je suis plus dans la réalité du monde de l'entreprise, qui d'ailleurs n'attend pas tout à fait toutes ces COP. Elle a été poussée par ce que font les pays, mais on peut considérer qu'aujourd'hui, quand une entreprise décide son chemin en neutralité carbone, elle le fait dans tous les pays du monde, quel que soit l'engagement de chacun des pays ou le non-engagement de chacun des pays. Premier point, donc il y a un bon côté de ce côté-là. Deuxième point, malheureusement, le Covid nous a appris que quand l'énergie devenait à être très très chère, singulièrement celle-là, ça ne poussait pas les gens à faire des engagements pour moins consommer, etc. Je parle des gens, je parle des entreprises, autour de l'idée que c'est quand on est dans le rouge, c'est pas possible d'être vert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une logique d'investissement.
Et donc, le rêve que je peux formuler du côté des entreprises engagées dans lesquelles je suis, c'est que avec cette disponibilité d'une énergie pas chère, puisque globalement, quand on réduit pas la production de pétrole, on va peut-être arriver à cette réalité-là, bah, ça donne plus l'occasion d'innover et d'investir pour faire autrement. La position est assez hallucinante quand on regarde ces arrêts-là de l'Arabie Saoudite qui interdit tout mot avancé dans cette négociation et dans ce texte final, et qui annonce produire 5 villes qui vont être net zéro émission de consommation, NEOM étant la plus connue. Donc on voit bien qu'il y a là une logique qui est un peu pas surprenante, puisqu'il y a bien... Mais on peut avoir l'ambition de se dire que les solutions pourraient permettre d'avancer plus vite pour peu qu'elles passent l'échelle du prix que les décisions globales de la COP, même si je suis certain que plus celle-là serait audacieuse et engagée, et plus on avancerait en accélérant. Super, c'est un très joli mot de la fin, c'est super. Bon, on va enchaîner sur Bettina et après nous aurons notre temps questions-réponses avec les personnes qui sont avec nous ce soir. Bettina, en 1 minute. Alors, moi, je voudrais dire plusieurs choses très rapidement. Premièrement, l'accord de Paris n'oblige pas les parties à parler de fossiles. Voilà. Et ça, il faut l'avoir en tête. Autrement dit, les parties sont dans leur droit si elles ne parlent pas de fossiles, puisque l'accord de Paris ne parle pas de fossiles. C'était d'ailleurs pas possible en 2015 et on voit que c'est toujours pas possible. Mais ça, c'est un vrai sujet juridique et je crois qu'il faut le souligner. Deuxièmement, problème technique de négociation. Cette année, il n'y aura pas de chapeau vague qui permet de dire embrassons-nous Folleville, même quand personne n'a envie de s'embrasser. Et toute la difficulté qu'on a, c'est que dans le bilan, il faut que la négociation est telle qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être dans la partie bilan mondial, et donc là, on ne peut pas dire des choses vagues. Et c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles ça coince beaucoup. C'est technique, mais c'est très important. Troisièmement, pour verser dans le pessimisme, puis après, je vais vous emmener dans l'optimiste. Il ne faut surtout pas oublier dans les affaires de réchauffement que là, on n'arrive pas à faire des déclarations dans un texte, mais qu'entre la déclaration dans un texte qui engage soi-disant les pays et l'action, il y a un gap énorme. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, et c'est pour ça que c'est très important que les entreprises, les collectivités s'engagent, parce qu'elles sont plus dans l'action, même si l'Agence internationale de l'énergie a sorti un texte avant-hier en donnant un chiffre dramatique du résultat des engagements, c'est-à-dire très petit malgré la bonne volonté des gens. Quatrièmement, moi je trouve ça très inquiétant, le blocage sur l'adaptation. Alors il y a une thèse qui dit que l'avancée de pertes et préjudices finalement bloque l'adaptation. Il y a un vrai sujet là-dessus. Mais l'objectif mondial d'adaptation n'avance pas. Les fonds, en revanche, pour l'adaptation ont bien avancé, hein. Et ça, il faut quand même le dire. J'ai vu qu'il y avait une question sur le bilan mondial des engagements financiers. Je ne sais plus où j'en suis, mais cinquième, moi, alors, il y a une chose qui me frappe, c'est l'importance des technologies dans cette COP, et des technologies intéressantes ou des technologies folles. Et ça, je pense qu'il va falloir forger un concept. On va sortir bientôt un rapport du comité 21 sur les nouveaux modèles, et on propose justement vraiment de faire objectivement la différence entre les bonnes technologies et les technologies inutiles pour le bien de l'humanité. Et ça, je crois que c'est très important. Et dernière chose et conclusion, moi je crois que le grand malentendu de cette COP, c'est que les gens n'appellent pas, n'ont pas le même sens, n'ont pas la même interprétation du mot bascule. Pour les gens engagés dans le climat,
La bascule, nous y sommes. C'est la bascule climatique qui, comme l'a dit Jean Jouzel, va nous amener à des 8,8 ou 3. Certes, Jean, tu as raison, c'est pas 5 comme on le disait il y a 15 ans. Enfin, c'est quand même pas génial. Voilà. Et donc, pour l'interrogation, l'anxiété, c'est ça, d'autant plus que, mais évidemment, je parle sous le contrôle de Jean, il y a quand même des scientifiques qui sont très, très étonnés de l'accélération. Donc ça, c'est un sujet. Mais il y en a d'autres pour qui la bascule n'est pas encore là. Parce que la bascule, c'est quand on commencera de pouvoir dire on sort des fossiles, quand, et ça je crois que Ronan l'a très bien expliqué, quand les renouvelables pourront les remplacer. Autrement dit qu'ils basculeront, eux, de la rentabilité des fossiles à la rentabilité globale des renouvelables. Et ça, on n'y est pas. Et c'est bien pour ça qu'ils ne veulent pas pour l'instant. Ils attendent tout simplement de remplacer leurs gains et leurs profits, qui sont quand même tout à fait considérables, par ce qui va arriver après. Et d'où l'intérêt d'ailleurs, et c'est quand même une des réussites de cette COP, et du bilan mondial, il faut bien le dire, de tripler les renouvelables. Alors voilà. Et ça, c'est, je crois, très important. Et quand on publiera le résultat, moi, je développerai vraiment cette affaire de la double bascule parce que je pense qu'il y a deux mondes. Il n'y a plus aujourd'hui les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a les pays pauvres qui s'enfoncent dans l'eau et qui vont connaître beaucoup de morts. Il y a certaines régions, d'ailleurs, dans le monde entier, du Nord ou du Sud, qui vont avoir la même chose. Voilà, il y a les pays riches qui vont continuer de s'enrichir avec des ressources très importantes et particulièrement effectivement fossiles et qui ne vont pas lâcher, ou qui même s'ils disent qu'ils vont lâcher un peu, ils ne vont pas lâcher. Et il y a aussi il y a tout ce qui est émergent, si vous voulez, pour qui la sobriété, je crois que c'est Gilles qui l'a dit, n'existe pas. La sobriété, et le ton montait, je crois, cet après-midi là-dessus, la sobriété, c'est encore un truc, c'est la dernière invention de la colonisation pour beaucoup de pays, et par conséquent, on n'en veut pas, on veut profiter comme vous avez profité, et après on verra. Et je pense que c'est cette espèce de grand débat mondial qui est, enfin, finalement, qui est là depuis le début des COP, hein, les responsabilités différenciées et communes, bah, on va de plus en plus vers des responsabilités différenciées. Bon, ben ça, c'est un mot qui nous marque. Jean, puisque tu as la gentillesse de nous rejoindre, un petit mot, Oui, ben comment oui, tu te ben, projettes? d'un côté, je suis d'accord avec Ronan et avec Bettina. Une Mm, des annonces, c'est le renouvelable triplement. mm. Mais alors, deux points. Donc, si c'est, disons, on ne diminue pas les fossiles d'ici 2030, alors c'est additif et ça, c'est un véritable problème quand même. Donc, il faut quand même qu'un jour, ça se traduise par une diminution des fossiles. Et c'est vrai que j'ai un peu le regret que disons, dans l'accord final, enfin, dans le projet actuellement, et j'espère qu'il va devenir un peu plus ambitieux, on mette sur le même plan la piégeage, stockage du carbone, renouvelable, nucléaire, production d'hydrogène. Il faut bien voir que, par exemple, dans le piégeage, stockage du carbone, il y a un problème d'éthique assez terrible. C'est-à-dire que, voilà, on parie sur des technologies qui, dans le meilleur des cas, seront matures dans 10-20 ans et qui ne contribueront qu'à quelques pourcents de réduction. En gros, bon, c'est quand même un égoïsme assez C'est clair. 3% de chiffre. Hein. On demande aux, disons, nous, on souhaite continuer à émettre alors, collectivement des gaz à effet de serre, à vivre sans problème, et on demande aux jeunes d'aujourd'hui de piéger ce gaz à effet de serre dans une vingtaine d'années. C'est assez quand même. Il y a un égoïsme qui est très clair et un manque de solidarité dans cette COP, moi, qui m'a marqué. Donc voilà, je crois que s'il n'y a pas de solidarité, ce problème d'inégalité, de solidarité, on n'y arrivera pas. C'est le message. Donc voilà, mais merci. Et puis bon, c'est vraiment très bien. Merci au Comité 21 de m'avoir invité à participer à ce webinaire. C'est vraiment très bien. Merci. Ben, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Donc, nous avons là eu 4 témoignages plus que vivants et incarnés. Et merci de chacun d'avoir donné vos points de vue. C'est particulièrement éclairant ce soir.
On va essayer de répondre à quelques questions. Alors, je prends aussi la précaution tout de suite de dire, je l'avais annoncé au début, cette soirée est enregistrée, donc il y aura un replay. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. On a eu beaucoup d'inscrits, mais je crois qu'il y a eu des gens qui ont eu des soucis pour se connecter ce soir. Alors, pour peut-être répondre à des questions, je suis en train de regarder dans le chat, je suis en train de remonter l'ensemble des questions. Certaines personnes nous ont demandé est-ce qu'on pourra avoir des chiffres. Alors, effectivement, le comité 21 va produire une note, vous aurez des chiffres. Ne vous inquiétez pas, il faut suivre régulièrement sur notre site. Il y a Vous pouvez déjà une note, hein. Pardon, Bettina? Il y a déjà une première note. Oui. Oui, mais il y a certainement d'autres choses qui vont encore arriver parce qu'en 2024, on ne va pas s'arrêter là. Il y a eu la première note. Et d'ailleurs, il y a même eu le lien qui a été mis sur le chat. Normalement, beaucoup de choses ont été mises sur le chat pendant les interventions des uns et des autres, les newsletters, cette note que tu évoquais effectivement à nouveau, Bettina. Alors, je suis en train de regarder. Les questions. Vous pouvez aussi m'aider, les panélistes, par rapport aux questions si vous le souhaitez. Quelle est la différence entre sortie progressive et élimination progressive? Alors, je ne sais plus de vous tous qui a utilisé cette expression. C'est Nadia qui nous pose la question. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'emparer de cette question technique et en quoi la guerre peut s'immiscer dans la COP? Je pense qu'on en a parlé ce soir. Par contre, la sortie progressive ou l'élimination progressive, c'est la sortie ou la réduction. Je pense que ça a été évoqué par Jean. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'est surtout entre la réduction et puis la sortie. Donc, mais en fait, entre élimination et sortie progressive, je vois pas tellement de différence. Alors, ça dépend si ça porte sur les émissions ou la consommation. C'est plutôt ça. Après, il y a d'ailleurs un alinéa là-dessus, mais disons entre sortie progressive et élimination progressive. Disons, la sortie, c'est plutôt au niveau de la production, l'élimination. Oui, je pense que dans le terme élimination, implicitement, on imagine du piégeage, du stockage du carbone. Voilà, donc En tous les cas, on aimerait l'un ou l'autre dans le texte final. Il y a la seconde où on se parle, il n'y a ni l'un ni l'autre. ni l'autre. Voilà. Donc, on est d'accord. Je Merci. crois que vraiment ce que portent les gens de l'OPEP, les pays de l'OPEP et un certain nombre de pays autour d'eux, c'est l'idée de dire que, un peu ce que disait Bettina tout à l'heure, donc on ne dit pas qu'on va sortir du carbone, on dit qu'on va commencer à compenser, donc on va avoir du piégeage de carbone qui doit permettre de compenser, puis des renouvelables, et puis comme ça, peu à peu, on va éliminer les fossiles. Mais justement, sans qu'il y ait d'engagement en disant voilà, si on peut, on éliminera les fossiles. Alors, on n'est pas du tout dans une logique qui était la logique de départ, de dire très clairement, ce sont les fossiles qui sont à l'origine des problématiques climatiques lourdes que nous vivons et nous devons nous engager à une sortie des fossiles. C'est ça vraiment la grande différence qu'on a. Ça serait bien s'il n'y avait pas le stock de carbone actuel. Enfin, c'est ça le sujet. Non, mais c'est surtout derrière les techniques de captation, il y a des besoins d'énergie très forts. Or, notre problème principal, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'énergie disponible à ce stade, d'énergie renouvelable disponible. Donc, si on met cette énergie disponible pour des technologies censées réduire le carbone, mais qui finalement utilisent l'énergie nécessaire pour la substitution des fossiles dans la vie quotidienne, ça n'a aucun sens. Et le problème se pose d'ailleurs de la même manière, à peu de choses près, pour les e-fuels et autres moteurs à élastique, dont les coûts énergétiques sont tels que ça n'a aucun sens, puisqu'ils enlèvent finalement de la substitution aux énergies fossiles énormément d'énergie. Donc, il n'y a aucune logique derrière à ce stade. Le jour où on aura beaucoup d'énergie disponible, on pourra essayer d'avoir des stratégies, y compris de réduction du carbone atmosphérique ou d'aller chercher les derniers secteurs extrêmement émetteurs. Mais si on ne pose pas cette question de la disponibilité énergétique comme socle de la stratégie, on finit par raconter des choses qui sont de vraies aberrations. Si je peux me permettre, quelle que soit mon immense proximité avec le sénateur Dantec et cette proximité de sa parole ici avec le discours d'introduction d'Emmanuel Macron à la COP dans lequel il explique, par exemple, sur les puits de carbone qui vont mieux protéger la forêt aujourd'hui que penser à des technologies qui seront jamais à la hauteur. Néanmoins, je me permets de rapporter quand même que on aurait pu, il y a juste 10 ans, dire la même chose sur le solaire,
dont l'électron valait 15 fois ce qu'il vaut aujourd'hui. C'était juste il y a 10 ans. Et qu'à ce moment-là, l'électron produit par les panneaux photovoltaïques apparaissait comme une plaisanterie pour Bobo qui voulait dire qu'il était lui-même autoproducteur et que l'innovation, et regardez les 20 ans qu'on vient de vivre, pas seulement dans les médias, la communication, le numérique, le renouvelable, etc., que l'innovation a fait un bon bout de chemin sur ce sujet-là et probablement que l'AI en fera pour nous rendre plus intelligents entre demande et offre. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce que dit Ronan Dantec, à ceci près, et ça peut participer à l'activisme, qui n'est ni de l'optimisme béat ni du pessimisme résigné, qui est de se dire que l'innovation, y compris dans ces technologies-là dont je ne suis pas le spécialiste, et qui aujourd'hui sont soit trop chères, soit pas à la hauteur, peut leur permettre de faire le chemin qu'elles ne sont pas fait aujourd'hui. C'est comme si un peu on disait, en 2000, au moment où il y avait les premiers téléphones portables, j'attendrai d'avoir l'iPhone 6 pour pouvoir avoir un téléphone. Il fallait avoir les premiers pour aller là. Donc, faisons aussi un peu confiance aux technologies et à l'innovation, qui étaient, comme Bettina l'a dit, très présentes dans cette COP. Alors, pour qu'il n'y ait pas de faux débat entre nous, mais avec Gilles, une proximité connue, je suis moi aussi du côté de la science, de l'innovation, de la technologie. J'ai juste le sentiment qu'on a un bilan énergétique de base sur un certain nombre de technologies qui font que ça ne peut pas vraiment marcher pour des raisons physiques quasi simples entre énergie nécessaire et impact. Ce qui nous ramène d'ailleurs à d'autres débats qui sont des débats plus économiques, qui est que des fois, il vaut mieux du renouvelable que de l'efficacité parce que ça coûte finalement moins cher entre la production et le gain, et qu'on manque, et que l'inverse existe dans l'autre sens pour que je ne sois pas mis uniquement dans la case des productivistes, et qu'on manque encore certainement d'analyse économique robuste sur les gains, efficacité, sur énormément de domaines, ce qui n'aide pas à la clarté du débat. Et ça, on a une vraie difficulté de clarté du débat par probablement des faiblesses d'approche économique. Très intéressant d'avoir effectivement ce petit mot de la fin. Alors, on a eu différentes questions sur les promesses, mais on a abordé le sujet, sur le pessimisme, mais je crois que les uns et les autres, par vos différentes interventions, vous avez pu développer la question. On a une petite question d'Adrien qui nous remercie pour des exercices formidables et pédagogiques. Merci pour ce petit mot, mais qui nous dit, il y a une question géopolitique, comment se fait le choix de la prochaine COP? Pourquoi l'Azerbaïdjan? Qu'est-ce qui fait que ce sera ce pays et quel sera le prochain pour accueillir cet exercice? Voilà, est-ce que quelqu'un, parce que je crois Bettina, c'est toi qui a annoncé le lieu. L'Azerbaïdjan, c'était surtout qu'il y avait il y avait des pays de l'Europe de l'Ouest qui étaient candidats et que la Russie a mis son veto pour qu'un pays qui avait soutenu l'Ukraine dans la guerre puisse organiser la COP. Et donc c'est pour ça qu'elle a tourné entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Allemagne, si ces deux-là n'avaient pas été retenus. J'ai cru comprendre que l'Arménie avait abandonné sa candidature au bénéfice de l'Azerbaïdjan, se retrouvant un peu seul pour celle-là. Le Brésil a déjà dit, la COP du coup d'après, c'est-à-dire la COP 30, en ayant annoncé qu'il la ferait à Belém et qu'il la réduirait un peu, pas au seul négociateur, mais quasiment, ce qui pose probablement une question pour la société civile, qu'elle soit d'ONG ou d'entreprise, mais ceux qui sont déjà à la Belém imaginent mal qu'on y fasse ce qu'on a fait à l'exposition de Dubaï en termes de nombre de personnes. Donc le Brésil a déjà annoncé que ça. Et après, je ne sais plus, Bettina, il faut me confirmer, mais j'avais cru comprendre que celle d'après serait en Australie. Oui, alors c'est Plusieurs candidats. ce que dit le Guardian en particulier ce soir d'ailleurs, parce que je crois que le ministre l'a confirmé à la tribune, en tout cas a confirmé son invitation. Ok, d'accord. Et donc, toujours pareil, c'est L'Australie qui n'a jamais accueilli de COP, je crois, alors qu'elle est un continent à elle seule. Mais si on est très… Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'était juste de rappeler que c'est les Nations Unies qui décident. Oui. C'est un consensus. Il y a une COP, c'est dans le cadre des rotation, il y a une Nations rotation tout à fait logique entre les différentes régions de la planète. Donc. Alors, si on est extrêmement optimiste pour finir sur une note d'espoir absolu, Vas-y, c'est Ronan. que le choix de l'Azerbaïdjan
puisque l'Arménie s'était portée candidat pour neutraliser aussi la candidature de l'Azerbaïdjan. On est en géopolitique en permanence. C'est aussi avec une offre de paix de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Certains disent que c'est parce que l'Arménie n'avait plus le choix. Et si on est très optimiste, on se dit que finalement la COP, et ça fait un peu écho à ce que disait Philippe en introduction, finalement dans la mythologie du monde, peut-être que la COP a remplacé les Jeux Olympiques, qui sont devenus le lieu de toutes les compétitions et de tous les nationalismes, et que la COP, avec ces gens extrêmement divers, qui pendant au moins 15 jours dans l'enceinte bleue discutent ensemble, c'est la nouvelle utopie des Jeux Olympiques grecs, et que finalement, que le choix du pays hôte de la COP 29 aille avec un traité de paix, on ne peut pas finir quand même sur une plus belle image, même si on est quand même déçu ce soir dans l'autre sens. N'exagérons pas non plus. Mais bon, Ronan, on va quand même rester sur la note positive. Quel beau titre pour une publication, la COP qui remplace les JO. En tout cas, puisqu'il est déjà 19h38 et que nous devons bien entendu lâcher l'antenne, comme se disait à une époque. Donc, en tout cas, je vous remercie infiniment. Tous les participants de vous être connectés ce soir. Je vous remercie infiniment tous les panélistes. On a préparé cette soirée un peu exceptionnelle, vous avez compris, entre Dubaï, où maintenant il est très tard, mon cher Philippe et mon cher Ronan. Quelle heure est-il chez vous? Non, il est 22h. Il va être 23, là, ça va. 22h40, 3 heures d'écart. Alors, on reste sur des horaires encore raisonnables. En tout cas, je vous remercie infiniment au nom du comité 21. Vous avez eu des interventions incarnées, vivantes, merveilleuses. C'est un bonheur d'avoir pu organiser cette session. On vous souhaite une bonne soirée et bien entendu, le comité 21, organisateur de ce soir, prépare aussi son programme de l'année 2024. Tout ceci vous sera présenté lors d'un webinaire le 14 décembre, c'est jeudi de cette semaine. Ça arrive très très vite. On vous a même mis dans le chat le lien pour vous inscrire. C'est à 11h. Et on va tous se souhaiter une bonne soirée. On va les faire des doux rêves en espérant qu'ils arriveront à un accord digne de ce nom. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Très très vite. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.